que l'on commence. Donc, la facturation électronique, on y va. Donc, l'objectif de cette présentation, on va aborder plusieurs points. Une introduction assez généraliste sur la facturation électronique, un petit calendrier pour rappeler qui est impacté et quand. Ensuite, nous allons aborder les différents impacts, notamment sur les différents logiciels que l'on connaît aujourd'hui, du moins les impacts pour lesquels on est sûr qu'il faudra apporter une. Et nous ferons ensuite le focus sur l'audit mais de TVA, parce que la TVA est un des gros impacts de cette nouvelle réforme. On enchaînera ensuite, je vous ferai une petite présentation des différentes web démos à venir, en tout cas sur les 3 prochains mois, et une petite séance de questions-réponses, bien sûr, pour répondre à vos questions, interrogations sur le sujet. On va commencer par l'introduction. C'est parti. Donc, l'objectif de la facturation électronique, donc ils sont nombreux. Le premier, c'est de diminuer le temps et le coût de traitement des différentes factures, de renforcer la lutte, la prévention et la lutte contre la fraude à la TVA. Hein. On avait déjà eu les premières versions 8 qui étaient beaucoup plus contraignantes côté Sage. Et là, le but, c'est encore de renforcer ces contrôles. L'objectif aussi est l'amélioration des connaissances de la conjoncture économique par les remontées d'informations au fil de l'eau concernant l'activité des différentes entreprises. Grosso modo, ça veut dire qu'aujourd'hui, on fait différentes déclarations sur la TVA une fois par mois. Là, on va avoir des remontées fiscales qui vont être au fil de l'eau. Alors, on n'a pas encore la fréquence exacte. On aura un e-reporting et un e-invoicing. Donc avec la remontée donc régulière de vos factures, de vos données de TVA et de vos paiements, en fait, on va être sur un contrôle fiscal en continu, quasiment, puisque l'État aura toutes nos informations mais de facturation de manière mais régulière et donc pourront faire leur contrôle en continu. Le périmètre, ce sont toutes les sociétés soumises à la TVA, quoi, à la fiscalité. Donc, toutes les entreprises françaises sont concernées, sauf certaines activités. Donc, principalement les activités qui n'ont pas de TVA, donc la santé, l'enseignement, la formation, les opérations immobilières, les associations à but non lucratif, les banques et assurances. Après, à voir si effectivement vous êtes sur ces différentes activités ou pas, mais d'une manière générale, dès lors que vous faites de la TVA, vous serez soumis à cette loi. Donc le but, afin de vous prémunir d'une augmentation sur les redressements fiscaux, hein, il faudra adapter votre gouvernance et les contrôles sur la qualité liée aux données de la TVA, hein, puisque celle-ci va remonter encore une fois au fil de l'eau à l'administration fiscale qui, en fonction de ça, fera les déclarations. Hein. Ils vont vous pré-remplir votre déclaration de TVA en fonction de vos différentes remontées d'informations. Donc ça, c'est notre périmètre. Grosso modo, toutes les sociétés soumises à la fiscalité avec une remontée des flux mais réguliers, aussi bien de la TVA que des paiements liés. On pense notamment à la TVA sur les encaissements, bien entendu. Je continue. Les principales questions clés, ou du moins informations clés. Donc, on a une réforme fiscale donc pour renforcer la prévention et la lutte contre la fraude à la TVA. Donc, c'est une grosse mise à jour pour nous, hein, avec de gros impacts. De nouveaux circuits obligatoires sur la circulation des différentes factures. Donc, ça, c'est un point qu'on ne va pas aborder trop aujourd'hui, qu'on abordera plus tard. Mais grosso modo, comme on va devoir passer par des portails déclaratifs pour nos différentes factures, les factures vont suivre un certain circuit, elles vont être envoyées, validées, confirmées. Donc, il y aura certaines étapes qui sont obligatoires et d'autres qui seront non obligatoires, optionnelles. Donc, ça va avoir un gros impact sur la vie des différentes factures et sur la manière dont en fait ça va, dont on va devoir mettre nos différentes factures au travers de nos différents outils, Sage ou autres.
notamment avec la partie de paiement. Un calendrier qui se fera en plusieurs étapes, que l'on va voir ensuite selon la taille et le type d'entreprise. Hein. Il y aura trois grands volets. De nombreux formats de factures obligatoires. Donc, en gros, aujourd'hui, on a 3 formats qui sont obligatoires, qui sont définis. Il y a le UBL, le Facture X et le CFACT C2. Sedge, aujourd'hui, est parti sur le format de la Facture X, hein, qui est un format avec un PDF et un fichier XML qui va récupérer les différentes informations de la facture. Et provisoirement sur le portail public, alors il y a beaucoup de termes, hein, ce qu'on appelle le portail public mais de facturation, c'est le PPF, il sera toléré un format PDF, donc on pourra déposer des formats PDF de nos factures, mais ce sera temporaire. Vous entendrez aussi sûrement parler des PDP, les plateformes de démat partenaires. Donc, ce sont des prestataires qui feront le relais entre les entreprises et le PPF, le portail public de facturation. Et donc, on aura deux informations qui vont remonter. Le e-invoicing qui permettra le dépôt, la transmission et le suivi des factures pour le B2B et le B2J. Donc, qui concernent les différentes factures, y compris les factures avec tout ce qui est, mais le gouvernement, un petit peu comme si vous travaillez avec Chorus aujourd'hui, notamment pour tout ce qui est facturation liée avec les mairies ou autres. À ce moment-là, vous connaissez déjà un petit peu le process, qu'aujourd'hui, vous êtes déjà obligé de passer par un portail déclaratif. Il y a le e-reporting qui concerne donc les transactions B2C et le B2B international avec les encaissements de prestations de services. Donc, deux nouveaux flux, en fait, hein, qui seront envoyés à l'administration fiscale de manière assez régulière. Voilà. Donc, ça, c'est les principaux points. Un focus assez rapide, hein. Mais il était quand même nécessaire de rappeler certains éléments. Ensuite, on va parler du calendrier, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, le calendrier, on a 3 grandes étapes, hein. Le calendrier, il est défini et il ne changera pas. Donc, la première étape, c'est en juillet 2024. Les grandes entreprises, donc de plus de 5000 personnes, bien sûr, sous réserve que l'activité le permette, devront bien sûr pouvoir récupérer les factures électroniques. Ça, c'est une évidence, mais seront dans l'obligation de les émettre aussi. Ce qui veut dire que si vous travaillez avec ce type d'entreprise, dès juillet 24, vous serez dans l'obligation de pouvoir réceptionner ces factures électroniques. Janvier 2025, deuxième étape, cette fois-ci, c'est les ETI, donc les entreprises de 250 à 5000 personnes qui seront dans l'obligation, bien sûr, de recevoir, parce que si elles travaillent avec les grandes entreprises, encore une fois, il faudra bien qu'elles soient en capacité de recevoir ces factures. Et elles auront l'obligation, à partir de janvier 2005, d'émettre également à leur tour les factures électroniques. Et la troisième étape, donc janvier 2006, c'est pour les TPE et les PME, donc effectif inférieur à 250 personnes. Bien sûr, l'obligation de réceptionner, toujours parce que dès lors qu'elles travaillent avec des grandes entreprises ou des ETI, elles vont recevoir des factures électroniques à partir de juillet 2024 et ou à partir de janvier 2025, mais en 2026, elles devront également être en capacité de les émettre. Donc, en gros, d'ici 2026, toutes les sociétés soumises à la TVA, encore une fois, et éligibles devront être en mesure d'émettre et de recevoir des flux de facturation électronique. Voilà, donc un petit calendrier, bien sûr, qui est aussi lié à votre activité, hein. Mais on a 3 grandes étapes, donc qui vont arriver très vite, hein, puisque juillet 2024, bien entendu. C'est quasiment demain, hein, c'est dans un peu moins d'un an. Ensuite, on va parler des différents impacts. Donc, les impacts que l'on connaît aujourd'hui, hein, on n'a pas encore tous les éléments sur la loi, mais on en a certains qui sont déjà clairs et qui vont nous permettre d'avancer sur le sujet, du moins de préparer cette facturation
électronique. Donc, on a identifié, nous, 3 grands points sur lesquels on est sûr et certain qu'il faudra œuvrer, se mettre à jour et donc commencer à se préparer. Le premier, c'est le master data. Il va falloir qu'on se prépare à enrichir les données de nos fiches tiers. Dès lors qu'on est en facturation électronique, si vous travaillez avec Icorus, vous devez déjà connaître un peu le flux. On va devoir renseigner des fiches tiers et avoir des fiches tiers qui soient bien, qui ont bien renseigné leurs informations sur les SIRET, sur les numéros de TVA, entre autres. Donc, il va falloir qu'on enrichisse nos fiches tiers et notamment qu'on fasse la sirétisation, il y a plusieurs termes, de ces fameux fiches tiers. Donc, on verra qu'on a déjà 2 axes de travail. Je vais en proposer un troisième. On n'a pas encore forcément tous les éléments pour. Donc, on va déjà vous présenter mais les 2 premiers, ça peut être un gros travail, hein, en gros, de renseigner le SIRET sur vos fiches clients et fournisseurs, parce qu'il faudra faire les 2 à terme, bien entendu. Identifier vos différents doublons, etc., etc. Donc, c'est vraiment potentiellement un gros travail, puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas chez beaucoup de clients. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point va être d'enrichir les mentions légales des factures. Hein. Il y aura un certain nombre de mentions légales qui seront obligatoires sur les factures. Donc, dès lors que vous avez un logiciel de facturation de vente, il va falloir penser à bien alimenter ces flux-là, à bien enrichir ces mentions légales. Et bien sûr, enrichir vos paramétrages comptables liés à la TVA, puisqu'encore une fois, comme on va envoyer des flux à l'administration fiscale, notamment sur tout ce qui est données propres à la TVA, puisque c'est l'administration fiscale qui va pré-remplir votre déclaration de TVA, il est nécessaire de pouvoir avoir une gestion de TVA qui tourne et pas le faire entièrement à la main. Le deuxième grand point sera la mise à jour des solutions applicatives. Alors, on parle bien sûr de Sage, puisque c'est la partie qui nous concerne, mais pas que. Il faut vérifier dès lors que vous avez un logiciel de facturation qui va être aux normes et qui va vous permettre de passer à la facturation électronique. Donc, ça peut avoir des gros impacts, aussi bien applicatifs, mais aussi infra. Si vous avez une solution qui est un petit peu ancienne, il va falloir vérifier, est-ce que la version elle est compatible, est-ce que ça a un impact sur votre infra de changement de serveur ou autre, et donc prévoir de migrer vos solutions applicatives en dernière version afin d'être en conformité avec les dernières informations légi fiscales. Bien entendu, la dernière version côté Sage FRP 1000 et la version 10. Je vais l'aborder un petit peu après, mais c'est une version de transition qui nous permet de préparer la facturation électronique, notamment avec pas mal de nouveautés sur le lettrage, sur le TVA, entre autres. Et le calcul de la TVA, donc c'est le troisième point identifié ici. Donc, s'assurer de pouvoir automatiser le calcul de la TVA dans votre applicatif et garantir la piste d'audit de vos écritures. Et donc, dans notre cadre de cette présentation, on passe par un audit de TVA que l'on a mis en place. Je détaille un petit peu plus certains de ces prérequis. On va commencer par le master data avec les données tiers. Donc, avec Compass, qui est un de nos clients, ils offrent un service qui est assez intéressant parce qu'on peut faire une sirétisation, pardon, je vais y arriver, de vos données. Donc, le principe, il est relativement simple. On va extraire les données de Sage 1000, d'accord, et on va envoyer ce fichier à Compass pour que Compass puisse analyser le fichier et compléter les données pour renseigner un certain nombre de champs, comme par exemple le SIRET, le numéro de TVA, le NAF, etc., etc. Donc, inclus dans ce traitement, donc je vous ai fait un petit tableau avec les données juridiques de tous les SIRET qui seront validés, hein, parce que bien sûr, pour qu'ils valident un SIRET, il faut quand même qu'ils aient quelques informations, mais ils ont une base qui est forcément très, très conséquente. Et avec même la possibilité de renseigner des données commerciales. Hein, donc, les données, bien sûr, hein, c'est l'adresse, le NAF, le type d'établissement, la date de création, le SIRET, le numéro de TVA, la forme juridique, l'adresse de l'entreprise. On peut récupérer d'autres informations comme le téléphone, l'email, chiffre d'affaires,
et la classe de risque. Exemple de traitement qu'on a pu faire, on a fourni un fichier avec 7740 tiers. Donc quand ils l'ont traité, ils ont traité 74%. Donc parce que le reste des tiers n'avaient qu'un code, hein, donc bien sûr, hein, s'ils n'ont qu'un code, ils pourront pas trouver le SIRET, ça c'est sûr. Et ils ont réussi à valider 71,7% du fichier. D'accord, donc mais c'est un bon exemple avec les détails des SIRET validés. Donc sur ces 4104, il y avait 3534 SIRET actifs et 570 SIRET fermés. Voilà, donc c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on leur présente le fichier, ils vous donnent déjà un petit audit pour dire ben voilà, on va être capable d'en traiter tant, pardon. Et si on accepte, ben ils vont vous traiter les SIRET concernés et après nous irons récupérer ce fichier pour le mettre à jour dans Sage sans traitement unitaire, sans possibilité, si on veut le faire en plusieurs fois, d'automatiser cet import avec une validation de fiches tiers ou une API si on veut aller un peu plus loin. Hein, une API, pour faire simple, c'est on va faire communiquer les différents logiciels entre eux directement sans passer par des fichiers à plat. Voilà, donc si vous voulez passer par Compass, il faut savoir que on va traiter, ils vont facturer au nombre de fiches tiers qu'ils vont traiter, hein, donc par 1000 en fait, hein, par tranche de 1000, donc on est à peu près 300 € pour traiter 1000 fiches tiers, plus la prestation Sage de notre côté, extraire les flux, les réimporter dans Sage. Donc c'est assez intéressant, c'est un traitement automatique que vous pouvez faire en one shot pour traiter les flux. Bien sûr, il faut que vous ayez un peu de données, hein, d'adresses, des noms, etc. pour qu'ils retrouvent les éléments. Parce que si vous avez que les codes, ils ne feront rien. Voilà, mais ça peut être un traitement intéressant. Donc première possibilité. Deuxième possibilité, si vous avez Use, qui est donc un logiciel de dématérialisation avec qui on travaille beaucoup, on a mis en place une sirétisation bidirectionnelle. Donc le principe, c'est quoi? Donc il faut être au moins sur la version 8, hein, pour information. On a mis en place un connecteur Use chez nous qui nous permet de communiquer bien entendu avec Use, mais d'aller un petit peu plus loin. Et parmi ces données, là on va un petit peu plus loin. Typiquement, c'est par défaut les données donc sont mises à jour dans SageMail et envoyées sur un référentiel Use, mais les fiches fournisseurs sans SIRET peuvent être mises à jour dans Use et remontées dans Sage. Donc mais c'est manuel, hein, c'est l'opérateur qui va décider qu'il n'a pas mis l'information et qui va le mettre à jour. Mais on peut lancer un traitement manuel, voire on peut l'automatiser au travers des automates Sage. Donc, en tout cas, la donnée est assez transparente pour les utilisateurs puisqu'on a un menu Use qui intègre cette fonctionnalité-là et qui est automatisable, où on va pouvoir justement mettre à jour les SIRET manquants. Donc, ça peut être assez intéressant, voilà, avec un petit screenshot de la solution ci-dessous. Et Sage devrait nous proposer aussi une solution de sirétisation, mais pour l'instant, je n'ai pas encore les modalités. Voilà, donc ça, ce sont plutôt que de payer une petite main à appeler tous vos tiers clients pour renseigner les numéros de SIRET ou rechercher sur les factures, on a d'autres solutions qui nous permettent d'aller parfois un peu plus vite pour sirétiser nos bases. Autre donnée importante qu'il faut que vous ayez à l'esprit, c'est la mise à jour des mentions légales de vos factures de vente, hein, parce qu'il y aura des rajouts d'éléments obligatoires à la facture de vente à la date d'application de l'entrée en vigueur pour les entreprises donc concernées par la loi. Voilà, donc on a listé ici les différents éléments. Donc il faut bien prévoir, que vous soyez sur Sage ou sur un logiciel métier, d'alimenter aussi, de mettre à jour vos formats de facture pour rajouter ces mentions légales à vos documents émis. Ensuite, je vous ai parlé de la mise à jour des solutions applicatives. Donc, on va faire un petit focus sur Sage 1000. À savoir que dans la roadmap de Sage aujourd'hui, la version 11 sera la version cible de la facturation électronique. La version actuelle est la version 10. Donc, la version 10, donc c'est celle en fait qui va préparer hein, cette
réforme pardon, de la facturation électronique. Et la version 11 sera la version minimum pour le gérer dans Sage. Je vous ai fait un petit rappel avec les principales dernières versions de la 7.10, 7.7.10 à la version 11, sachant qu'on est sur la 10 actuellement. Voilà. Et pour migrer sur une version 10, il faut au moins être sur une version 8. Que vous soyez en 8, en 9, en 9 R2, on pourra migrer sur une version 10 directement. Si vous êtes sur une version plus ancienne, il faudra d'abord qu'on passe sur une version, donc en général intermédiaire, qui sera la 9 R2. 9 R2, c'est la version 9 release 2. Voilà, donc il va être très important de mettre à jour vos solutions Sage, parce que sans ça, vous ne pourrez pas être aux normes avec la facturation électronique. Donc la version 10, qu'est-ce qu'elle change concrètement? On a une nouvelle ergonomie à partir de la version 10, notamment sur la partie web, qui change beaucoup. Ils ont complètement revu la gestion du lettrage, notamment pour gérer une notion de facture payée qui est différente de la notion lettrée, qui va nous permettre d'être beaucoup plus fin sur les éléments qu'on va envoyer à l'administration fiscale, puisqu'on va pouvoir mettre un statut de paiement sur la facture en fonction de notre lettrage pour distinguer une facture qui est payée avec un règlement d'une facture, par exemple, qui est lettrée parce que c'est une annulation, mais qui va pas être à l'origine d'un paiement. Donc, on est beaucoup plus fin sur cette gestion-là avec le statut du règlement. Ils ont optimisé aussi les flux de lettrage pour les gros volumétries et aussi un nouvel écran qui est beaucoup plus sympa. Et optimisation également de la gestion de TVA. On en reviendra sur notre audit, puisque on a des nouveaux outils, mais là-dessus en recherche, en consultation, qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin sur les traitements de la TVA. Et la version 11, qui n'est pas encore sortie, et ce sera la version donc, de facturation électronique minimum. On ne peut pas vous garantir aujourd'hui qu'il n'y aura pas une version 12, mais à minimum, il faudra qu'on soit en version 11, donc avec notamment la génération du format de la facture X, si vous avez la partie vente dans Sage. Donc, si vous avez la partie vente et que vous générez les factures par Sage, Sage a pris le parti aujourd'hui de générer à minimum, le format X, donc qui est l'un des 3 formats attendus par le PPF, donc le portail public de facturation. Voilà un petit peu, donc très important, de mettre à jour votre solution Sage, bien entendu, mais pas que. Si vous avez des logiciels, excusez-moi, métiers qui font de la facturation, il faut bien sûr penser à les mettre à jour aussi. Maintenant, on passe à l'audit de TVA, parce que j'ai assez parlé et Ophélie doit s'impatienter. Voilà, donc Ophélie, je te laisse peut-être la main pour parler de l'audit de TVA. Donc, il y a un outil qu'on a mis en place chez Apogea pour accompagner nos clients à optimiser la TVA dans le cadre de cette nouvelle réforme. Ophélie, je te laisse la main. Merci Vincent. Bonjour à tous. Donc en effet, je vais vous présenter notre audit de TVA. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en place déjà chez plusieurs de nos clients et qui est maintenant sur une trame bien précise et qui respecte plusieurs points qui sont à valider dans le cadre de la mise en place de la TVA. Parce que la TVA n'est pas toujours mise en place à l'initialisation du dossier, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué quand on fait des reprises d'écriture ou autre. C'est pas toujours une option qui est prise par vous en tant que client, mais comme le disait Vincent, avec les nouvelles lois qui arrivent, il va y avoir des obligations au niveau de la TVA et il est fortement conseillé, et il sera même après sûrement obligatoire, de la mettre en place dans cette 1000. Et pour faire ça, il faut bien entendu passer par un audit de TVA qui va vous permettre d'avoir connaissance de votre situation. Donc, c'est quelque chose qui est fait bien précisément sur votre base et qui va prendre en cas vos cas particuliers, que ce soit en termes de déclaration ou alors après vos règles fiscales en vigueur. Et donc c'est bien du spécifique. Et comme là, vous le voyez sur la slide, en fait, donc c'est un audit qui est bien détaillé. Donc, on va avoir en fonction de votre version
on va vous indiquer les processus Sage que vous avez disponibles, puisque que vous soyez sur une V8 ou sur une V10, bon, on n'a pas les mêmes options, on n'a pas les mêmes façons de faire, puisque forcément sur les nouvelles versions, ils se sont améliorés, vous avez des nouveautés. Par exemple, depuis la V9R2, vous avez la possibilité de lettrer vos comptes de TVA en automatique lors de la déclaration, ce qui n'était pas le cas avant. Vous avez également des nouveaux justificatifs de TVA qui sont un petit peu plus lisibles, mais aussi des écrans qui sont plus agréables et plus faciles pour vos recherches en termes de TVA. Donc ça, c'est la première chose qu'on vous fait, c'est un petit point sur vos processus Sage en fonction de votre version. On va après aller regarder si vos paramétrages, donc pour aller valider les différents points, notamment les types de pièces, les comptes, etc. On y reviendra un petit peu plus de façon un petit peu plus détaillée dans les slides suivantes. Ça, c'est quelque chose qui est très important, puisque si vous n'avez pas les bons paramétrages, ça ne remontera pas comme il faut dans votre déclaration de TVA, et donc il y aura des informations erronées, ce qu'il faut bien entendu éviter. On va après regarder, comme je vous disais, vos cas particuliers. Si vous avez des prorata de TVA, de la TVA sur marge, vous avez peut-être aussi du spécifique par rapport à l'essence qui n'est pas à déclarer, à récupérer à 100% selon les cas. Donc ça, c'est des choses qu'on doit prendre en compte pour bien l'analyser et surtout vérifier que tout a bien été mis en place dans votre dossier pour que ça remonte comme il faut ensuite dans votre déclaration de TVA. Pour continuer, on va aussi aller faire tout un travail de recherche, d'écriture pour vérifier qu'elles sont bien en adéquation avec les processus de TVA. Donc tout ça, on le fait beaucoup avec du BI reporting. Donc ça, c'est un outil qui est maintenant quand même assez utilisé, mais qui est vraiment très pratique puisque ça va récupérer des informations en direct dans SageMail. Et ça nous permet, surtout quand vous avez un gros volume d'écriture, de faire des recherches d'écriture en masse. Et là, c'est assez utile dans ce cas-là, puisque on va aller faire des extractions de vos écritures qui ne respectent pas les processus de gestion de TVA. Donc, on va par exemple avoir des écritures de banque qui sont sur un type de pièce BQ, par exemple, qui ne tient pas compte de la TVA et pour laquelle vous saisissez de la TVA manuellement. Ça, c'est le cas typique qu'on rencontre et pour lesquels on a besoin d'identifier cette façon de faire pour vous donner après les règles de pratique et vous corrigiez cette façon de faire pour que vos futures déclarations de TVA soient correctes. Alors, petit rappel, la Sage BI, elle est fournie à partir des versions 9 de Sage. C'est-à-dire que si vous avez acquis Sage 1000 à partir de la version 9, vous avez forcément le Sage BI qui est intégré dedans. Si vous êtes un client issu d'une version mais plus ancienne, donc avant la version 9, vous n'avez pas forcément cette option. Alors, vous l'avez peut-être prise entre-temps, mais le Sage BI est vendu par Sage à partir des V9 uniquement. Rien ne vous empêche, si vous avez une version 8 ou si vous êtes déjà en version 9 mais que vous étiez en version 7, 6 ou autre et que vous l'avez pas, d'acquérir une ou plusieurs licences, ou même si vous n'avez pas Sage BI mais un autre produit type MyReport ou autre. C'est des outils qui sont assez similaires et qui permettent là aussi d'aller extraire vos informations en détail. Le gros point fort de ces produits, c'est que vous êtes sur Excel en fait. Vous allez lire vos bases de données directement et vous restituez vos données dans Excel directement, donc ce qui permet de faire des contrôles beaucoup plus fins que d'aller rechercher dans une base, et puis avec des outils que l'on maîtrise bien. Tout le monde en général a comme meilleur ami Excel. Voilà, je ferme la petite parenthèse. Merci Vincent. Donc voilà, donc en effet après voilà, oui, Sage BI, on le voit d'ailleurs, c'est ce qu'on indique, c'est qu'on fait après beaucoup d'états de contrôle via Sage BI. Donc nous, pour nous contrôler, même vous pour la suite, si après vous validiez le fait de mettre en place la TVA dans Sage 1000, on vous donnerait des états de Sage BI reporting pour contrôler vos TVA. Donc c'est quand même un outil très pratique.
Après, si vous n'avez pas le Sage BI et que nous, pour faire notre audit, on a aussi la possibilité d'utiliser des requêtes SQL. Donc voilà, donc ça c'est du SQL, c'est un petit peu particulier, mais on a des requêtes qui sont montées qui nous permettent d'aller analyser vos écritures comptables en masse. Par contre, c'est vrai qu'après, vous, pour vous contrôler dans vos déclarations de TVA, c'est plus compliqué. Ce n'est pas quelque chose qui est communiqué, puisque le requête SQL, c'est quand même très particulier. Hein, c'est des termes informatiques. Donc, d'où l'avantage d'avoir le Sage BI Reporting, qui est un petit plus, et que là, vous pourriez utiliser dans vos déclarations futures. Et donc, je n'ai pas précisé, mais aussi dans l'audit de TVA, hein, ce qu'on vérifie, c'est toutes vos interfaces. C'est-à-dire qu'on va aller contrôler que ce que vous importez, par exemple, vos écritures de vente, vous les importez au quotidien, ben, on va aller contrôler que les règles de TVA sont bien respectées, que vous utilisez les bons types de pièces, les bons codes journaux, qu'il y a bien un profil de TVA sur vos écritures. Puisque toutes ces écritures-là, si elles ne respectent pas les conditions nécessaires, elles ne remonteront pas dans votre déclaration de TVA et donc votre déclaration de TVA sera erronée. Ce qu'on doit éviter, bien entendu. Et donc, une fois que nous, on a analysé tous ces points donc sur votre base, on va bien entendu vous restituer un audit complet. Donc, c'est un document qui est rédigé, qui est sur un document PDF, pardon. Et on va vous présenter les différents points qu'on a listés ci-dessous, hein, vos paramétrages, vous donner des conseils aussi sur les améliorations à apporter en termes de saisie et de processus interne à cette Jumil, et vous présenter le plan d'action pour la mise en place de cette Jumil, de la TVA dans cette Jumil. Alors après, l'audit de TVA n'est pas, c'est pas parce que vous faites un audit de TVA que vous avez obligation à mettre la TVA en place dans cette Jumil. Déjà, l'audit, ce qui est bien, c'est que ça vous permet de faire un état de situation global de vos paramétrages, de voir où vous en êtes, de voir en termes de chantier si ça va être. Nous, ça nous permet aussi d'évaluer le nombre de jours qu'il pourrait y avoir pour la mise en place de votre TVA, selon s'il y a des régularisations à faire, des gros paramétrages à changer ou autre. Et comme ça, vous avez une vision un petit peu plus détaillée de ce qui doit 360. être mis en place. Alors, on monte un petit exemple. Oui, tout à fait, ouais. Donc, dans les slides suivantes, voilà, si on va à la suite, on voit donc c'est quelques petites slides qui vous montrent le type de fichier qui va vous être restitué et qui vous montre ce qu'on va vous détailler, hein. Par exemple, là, on constate que on précisait qu'il y avait des paramétrages comptables à revoir, notamment des paramétrages sur un compte comptable, puisque c'est quelque chose qui est très important aussi en termes de paramétrage. Vous voyez que là, on avait un 603, une variation de stock qui était mise en type hors taxe. C'est pas du tout ce qui doit être fait, puisqu'une variation de stock ne subit pas d'action de TVA. Donc, ça doit être un compte qui est plutôt en type autre. Et ça, c'est typiquement le genre de choses sur lesquelles on appuie et qu'on doit modifier après dans votre base pour mettre en place la déclaration de TVA. Et on a aussi à côté des tableaux Excel qui sont montés donc soit avec le BI reporting ou alors avec les requêtes Excel si vous n'avez pas le BI, et qui nous permettent de vous donner des exemples concrets que vous pourrez aussi aller consulter dans votre base. Puisque bien entendu, on fait vos recherches sur votre base de production que vous utilisez au quotidien. Et si on va sur les slides suivantes, on voit d'autres tableaux de BI qui permettent, donc ça c'est plusieurs extraits de tableaux qu'on a montés qui nous servent pour chacun de nos audits. Notamment là par exemple, si on voit le premier tableau sur votre gauche, c'est qu'on va extraire toutes les factures clients, donc avec le 411, qui sont de type de pièces reprises. Donc ça, c'est un type de pièce qu'on utilise quand on fait une migration de comptabilité. Vous étiez par exemple sur 7G 100, vous passez en 7G 1000. On fait un transfert de vos écritures, on les met en type de pièce reprise, sauf que ce n'est pas un type de pièce qui est remonté automatiquement dans votre déclaration de TVA. Et donc, on doit faire un point de savoir si vous en reste en attente de lettrage. Et si oui, on vous propose de faire des régularisations dans vos comptes, dans votre compta, pour assainir la situation et surtout que les factures remontent dans votre déclaration de TVA le jour où elles seront payées. Quand on est sur de la TVA sur encaissement, bien entendu. Si on est sur la TVA sur les débits,
il y a moins de problèmes puisque quand on a le mois de la facture, votre TVA est déclaré. Ça pose moins de problèmes. Et donc voilà le type de tableau qu'on a et qui sont actualisés quand on fait un audit de TVA. Et c'est bien entendu des tableaux qui vous seront restitués lors de l'audit. Donc là, si on passe à la slide suivante, on va en fait revoir en détail le plan d'action qui est mis en place donc suite à l'audit de TVA. Donc là, on va revoir en détail les points. Donc c'est des points en fait qu'on aura vus lors de l'audit et qu'on doit mettre après en place sur votre base de recettes et après sur la base de production. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait des tests pour la mise en place de la TVA, on va travailler sur une base de recettes. Bien entendu, on ne touche pas à votre base de production, hein, puisqu'on doit s'assurer que les paramétrages qu'on propose et qu'on veut faire sont bien en adéquation et vont nous donner le résultat voulu. Donc ça, ce sera vraiment un prérequis. Hein. Ce sera d'avoir une base de recettes qui est actualisée soit à J-1 ou du moins dans le mois en cours, puisque plus on a une base propre et récente, mieux ce sera. Donc vous allez voir qu'on va déjà contrôler donc les processus et paramétrages, hein, puisque selon votre version et selon les paramétrages faits, on peut avoir différentes choses à contrôler et potentiellement à modifier. On va également après vous accompagner aux bonnes pratiques. Donc c'est-à-dire qu'on va vous dire qu'est-ce que vous devez changer dans les façons de faire pour pouvoir mettre en place la TVA. Et bien entendu, parler de vos cas spécifiques, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Ensuite, on initialisera en recette, puisque on doit déjà faire des tests pour s'assurer que tout est OK. Donc, en fait, le but en recette, ça va être donc modifier vos paramétrages et surtout, après, lancer une déclaration de TVA pour après s'assurer que on retombe sur des déclarations de TVA que vous aurez faites. Alors forcément, ce ne sera pas le cas. Donc, on va devoir justifier et corriger les écarts. Puisque vous, comme vous les faites à la main, entre guillemets, hein, vous avez déjà probablement des tableaux de mise en place de TVA, enfin de déclaration de TVA, mais des pièces comptables dans Sage 1000 ne vont pas respecter les processus de déclaration de TVA Sage, donc ça ne va pas remonter et ça va permettre de justifier les écarts. Le but, c'est de les justifier, on les corrige et comme ça, la déclaration de TVA du mois suivant sera correcte. Et une fois qu'on aura fait tout ça, qu'on valide le fait que ce soit OK en recette, on vous accompagne pour mettre en place la déclaration de TVA en production. Donc, tous les paramétrages qu'on aura fait au préalable, on les refera sur votre vraie base, sur la base réelle que vous utilisez au quotidien. Et on vous fera bien entendu un accompagnement sur vos premières déclarations de TVA. Surtout la première, qui est très importante, où on vous donnera toutes les manipulations à faire, les contrôles. Il y aura vraiment un accompagnement avec la personne qui aura fait votre audit de TVA et qui aura bien connaissance de votre tableau. Et en plus de ça, de toute façon, vous aurez les procédures sur les bonnes pratiques de la TVA et également les tableaux de bord de cadrage de TVA qui vous seront fournis. Donc, qu'on aura mis en place avec le Sage BI Reporting, comme je vous disais tout à l'heure. Si vous l'avez, c'est quand même un point fort puisque ça peut être utilisé par la suite pour vos déclarations de TVA. Ce n'est pas utile uniquement à nous en tant que consultants pour l'audit de TVA, c'est vraiment un outil qui peut vous servir par la suite à vous aussi. Et une fois que vous avez fait votre déclaration de TVA, on verra qu'on peut donc la comptabiliser en automatique. Donc, il y a simplement une petite action de comptabilisation à lancer. Et quand on génère la comptabilisation, on peut activer l'option de lettrage de TVA. Donc, le lettrage de TVA, c'est si on a l'option, si on est à partir de la V9R2. Mais maintenant, avec les évolutions, les migrations qui sont faites, beaucoup d'entre vous ont la possibilité de le faire. Et après, il faut bien entendu télédéclarer sa TVA. Donc, si on voit en détail les différents points, ça reprend un petit peu ce que j'ai dit, mais c'est quand même beaucoup plus détaillé. Ça vous permet de visualiser un petit peu les choses. Donc, on va déjà contrôler les processus et paramétrages. Donc, processus, comme je vous disais, ça dépend de votre version.
Vous avez tous, par contre, l'état préparatoire de TVA, la possibilité de comptabiliser votre OD de TVA. Le lettrage des comptes, par contre, est à partir de la V9R2, mais c'est une possibilité. Et à partir de la V9R2, en plus du lettrage, vous avez aussi la possibilité de faire la régularisation de la TVA sur acompte. Ça permet en fait de faciliter après la lecture du justificatif de TVA et ne pas avoir d'écart dans votre justif de TVA. Puisque quand vous avez un acompte, c'est-à-dire un règlement qui n'est pas lettré avec une facture, pour cette GE1000, s'il est sur le bon type de pièce, il est considéré comme un acompte. Un acompte n'a pas de compte de TVA quand on l'enregistre, c'est du 512 au 411 par exemple pour un client. Et sauf que là, quand on va faire notre déclaration de TVA, il va détecter que c'est un acompte parce que c'est du règlement et il va aller nous passer une écriture de TVA. Donc c'est du 445 830 au 445 710 si on est sur de la TVA collectée. Et comme ça vous permet d'avoir des justificatifs de TVA qui sont corrects et qui sont proches qui sont en adéquation avec la réalité de votre TVA déclarée. Et ça permet aussi de faire votre lettrage, puisque si vous régularisez pas les acomptes, le lettrage ne sera pas possible. Et ensuite, on contrôle vos paramétrages de TVA, notamment les paramétrages de compte. On voyait tout à l'heure, par exemple, avec un compte de variation de stock qui doit être en type autre et non pas en type hors taxe. On va aller vérifier que vos comptes 445, 6 et 7 sont bien en type TVA. On va aller vérifier aussi les profils de TVA pour s'assurer qu'ils sont bien paramétrés et surtout que la liste est bien complète en fonction de votre activité. Les types de pièces et les journaux comptables font aussi partie des contrôles puisque c'est assez important. On doit avoir des types de pièces qui sont bien paramétrés. Par exemple, quand vous saisissez une facture fournisseur, il faut que, en général, nous on met le code FF, facture fournisseur, mais il doit être de type d'échéancement facture. S'il est autre que ça, ça n'ira pas. Donc tout ça, on le contrôle. Les étapes d'échéance ont aussi un impact sur la déclaration de TVA, puisque il y a des petites cases à cocher. Donc ça, c'est un contrôle qu'on fait également. Et vos fichières, qui peuvent être une aide dans votre saisie. Dans la fichière, vous avez des endroits où vous indiquez que votre fournisseur il est taxable ou sur de la TVA autoliquidée, etc. Donc tout ça, on s'assure que c'est bien fait. Et si c'est pas le cas, de toute façon, pas d'inquiétude, ça se met à jour. Donc, quand c'est en plus sur les tiers, on peut le faire en masse via des imports. Ça évite de traiter manuellement 1000 tiers. Et donc voilà, donc une fois qu'on a fait tout ça, on peut avancer et on va aller voir vos saisies et importations et s'assurer que tout est OK. Donc, et on vous donnera, si ce n'est pas le cas, les bonnes pratiques pour que après tout remonte comme il faut en TVA. Voilà. Donc, on contrôle bien toutes les saisies, les imports, selon ce que vous importez. Souvent, c'est des imports de logiciels métiers, notamment la facturation client. Et après, on vous donnera avec toujours un exemple en vous indiquant ce qui est fait actuellement et ce que vous devez faire si ce n'est pas le bon process. On va voir par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, le cas typique, ça va être une écriture de frais bancaires avec TVA qui est saisie donc manuellement, mais pas sur le bon type de pièce. Ça va être saisi sur un type de pièce béquille ou même certains ne font pas forcément attention ou alors selon les paramétrages qui ont été mis en place sur un type de pièce OD. Et donc là, ça ne remontera pas dans votre déclaration de TVA. Donc, on vous indiquera le bon type de pièce à utiliser selon le cas. On va aller vérifier aussi que vous êtes à jour dans vos lettrages de tiers, puisque ça, c'est super important pour la mise en place de la déclaration de TVA quand vous êtes sur la TVA sur encaissement, puisque c'est la date de lettrage qui est un point important et qui permet de déclarer votre TVA sur encaissement. C'est le fait générateur. Et les cas spécifiques, donc ça on en parlait déjà tout à l'heure, avec la TVA sur marge, les prorata de TVA, les factures d'essence qui ne sont pas récupérables à 100%, etc. On va aller vérifier que tout est bon sur votre base et sinon on fait des modifications. Ensuite, donc on va aller initialiser
l'ensemble de ces paramétrages en recette. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le prérequis, c'est vraiment avoir une base de recettes à jour. Puisque si on travaille sur une base qui a 1 an, même 6 mois, il n'y a pas d'intérêt. Il faut qu'on ait des écritures vraiment à jour avec vos process actuels. Et puis, comme on veut faire une déclaration de TVA qu'on va ensuite contrôler avec celle que vous avez fait manuellement, il faut que nos informations soient le plus à jour possible. On va appliquer les correctifs sur cette base de recettes, mettre à jour les paramétrages, corriger les écritures, activer les paramétrages de TVA, puisque ça, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à l'initialisation du dossier si ce n'est pas utilisé, puisqu'il y a quand même un petit peu de paramétrage à faire. Il faut indiquer le schéma de comptabilisation, dans quel compte on comptabilise le crédit de TVA ou la TVA à décaisser, par exemple. Vérifier les lettrages, mais il faut mettre aussi en place donc, le lettrage de TVA si c'est une option que vous avez sur votre version. On va aller ensuite générer la déclaration de TVA à M-1. Donc voilà, là on est au mois de février, on fera celle par exemple au 31 décembre 2022 et comme ça, ça nous permet de vérifier par rapport à vous, votre déclaration manuelle, savoir si on est bon ou pas. Bon après, comme je vous disais, on aura forcément des écarts, mais le but après, c'est de les justifier. On va aller contrôler avec nos états BI qu'on est bon, qu'on n'a pas d'écart particulier ou qu'on n'a pas de nouveau des anomalies qui n'ont pas lieu d'être. Est-ce que, par exemple, on n'a pas oublié de modifier un type de pièce ou autre? Donc ça, c'est ce qu'on contrôle avec nos états BI. On va aller générer les justificatifs de TVA qui permettent de vérifier pour la TVA sur encaissement que ce qui n'est pas déclaré c'est parce que c'est pas lettré. C'est ce qu'on doit retrouver dans notre compte de TVA collecté sur encaissement ou également déductible sur encaissement, puisqu'on peut avoir les deux cas. Et pour finir, on va aller comptabiliser et faire le lettrage des écritures de TVA en automatique si on a l'option dans notre version. Donc là, vous vous rendez bien compte qu'on va vraiment jusqu'au bout en recette. L'objectif, c'est vraiment de faire de A à Z les paramétrages, les contrôles et d'aller jusqu'à la comptabilisation et le lettrage des TVA. Et de faire ça, l'objectif, c'est vraiment de bien contrôler la déclaration, de s'assurer que les modifications faites sont cohérentes et qu'on obtient bien les résultats voulus. Et après, la TVA du mois suivant sera fait en production, mais on va voir ça sur la slide suivante. Donc là, on a fait notre recette. On a vu avec vous, parce qu'entre-temps, quand même, on fait des allers-retours, on en discute avec vous. Vous vérifiez bien que ce qu'on a fait, ça vous paraît cohérent, puisqu'on a bien entendu besoin de votre expertise sur le sujet, parce que c'est vous aussi qui connaissez votre déclaration de TVA et qui pouvez nous dire si ça vous paraît cohérent ou pas. Et une fois que c'est validé, que ce travail-là en recette est bien OK, on part sur la mise en production. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller refaire les paramétrages et les corrections d'écriture qu'on aura testées sur la recette, on vous les refait sur la base de prod. Et pour finir, on va vous faire l'accompagnement à votre première déclaration de TVA. Donc, on va déjà faire des premiers contrôles avec le BI reporting idéalement. Donc, on va aller contrôler que vous n'avez pas des écritures qui sont saisies sur les mauvais types de pièces, que vos factures sont bien lettrées, etc. Vous allez ensuite générer l'état préparatoire de TVA. Et avec les justificatifs de TVA plus les états de contrôle, on vérifiera que tout est OK. Et si c'est bien le cas, vous pourrez comptabiliser et lettrer votre écriture de TVA. Donc, on voit là sur les petites captures d'écran des petits exemples à chaque fois de ce qui est fait sur l'outil SageMill. Là, par exemple, on est sur un justificatif de TVA où on a le détail par écriture avec la base hors taxe de TVA. Et sur la droite, c'est un petit exemple d'état préparatoire pour ceux qui n'en auraient pas encore, qui n'ont pas eu la chance de voir ça encore. Donc, comme on vous le disait, la TVA, elle est comptabilisée
Donc, on aura défini au préalable le schéma. Donc, ça fait partie des paramétrages. Donc, il faut indiquer un journal, un type de pièce et bien préciser les bons comptes de TVA puisque tout est fait en automatique après selon ce schéma. Donc, ça, c'est important de bien le valider. Mais en règle générale, on vous en propose un et vous nous le validez. Et après, comme ça se comptabilise comme il faut. Et bien entendu, on lettre notre dette TVA en automatique à partir de la V9R2. Donc ça, c'était une grosse nouveauté de cette version-là et qui est quand même assez pratique, puisque sinon, le lettrage de la TVA, c'est quand même un petit peu lourd et d'ailleurs, et c'est pas toujours fait non plus parce que voilà, parfois c'est un peu compliqué. Donc là, c'est vraiment un gros avantage de ces versions-là. Et vous verrez que par contre, si on lettre la TVA, on doit comptabiliser les régules de TVA sur encaissement pour les acomptes. Ça, c'est le schéma dont je vous parlais tout à l'heure pour que vous ayez de la TVA sur acompte qui soit comptabilisée dans votre compte de TVA collecté ou déductible selon les cas pour pouvoir lettrer votre TVA. Donc tout ça, ça permet vraiment après de suivre votre reste à déclarer, puisque si vous lettrez, vous avez après des écrans en fait de recherche d'écriture de TVA où vous pouvez sélectionner uniquement les écritures non lettrées. Donc ça permet d'avoir une visu de vos comptes de TVA non lettrés, mais même aussi après de justifier une déclaration de TVA, puisque vous avez le lettrage complet dans votre base, donc vous pouvez savoir en détail ce que vous avez déclaré vraiment à l'écriture près. Donc ça, c'est vraiment aussi un gros atout pour vos contrôles de cohérence en fin d'année qui sont demandés par les experts comptables. Donc c'est vraiment un point fort. Et puis l'étape finale, après comptabilisation et lettrage, ce qu'on doit faire, c'est la télédéclaration. Donc la déclaration de TVA, on peut la déclarer de plusieurs façons. On va déjà avoir l'option Sedge Direct. Donc ça, c'est une option dans Sedge 1000 qui peut être prise et qui va vous permettre d'envoyer le formulaire CA3 directement aux impôts pour avoir comme ça, ils auront vos informations de déclaration. Et vous pouvez aussi sinon saisir votre déclaration de TVA directement sur le portail impôts.gouv. Donc ça, c'est une action manuelle de votre part, mais c'est aussi faisable. Si vous n'avez pas cette direct, c'est pas un souci. Après, sinon, vous avez aussi l'option SAS Sedge Fiscalité. Donc c'est via Invoke. Donc ça, c'est à partir de la V10 par contre. Mais ça vous permet d'envoyer, pareil, votre déclaration de TVA directement sur le site des impôts. Et l'avantage, c'est que beaucoup ont déjà un VOC puisque c'est utilisé pour vos liasses fiscales. Donc comme ça, vous avez un outil qui est et pour les liasses fiscales et pour votre déclaration de TVA. Donc là, si vous êtes déjà sur la V10, voilà, ça peut être une option à prendre pour la déclaration de TVA. Après, on verra dans le futur, votre déclaration sera probablement pré-remplie sur la plateforme de Démat. Alors peut-être à partir de juillet 2024. Ça, c'est encore, on manque un petit peu encore d'éléments dessus, mais c'est voilà, on sait qu'à un moment donné, il y aura une déclaration pré-remplie. On ne sait pas trop à quelle période, mais c'est vraiment une option qui est probable et qui sera sûrement mise en place par le gouvernement. Et après, on avisera en fonction des autres systèmes potentiellement mis en place via la loi fiscale. Ça, dès qu'on aura des informations à ce sujet, bien entendu, on vous les proposera quoi qu'il en soit. Donc là, voilà, on est vraiment télédéclaration, c'est la finalité de notre TVA. Et quand on en est là, on est content. Merci beaucoup, Ophélie. De rien. Pour tous ces détails. Vous voyez, donc l'audit a vraiment pour but de faire un scope complet de votre base, de la manière dont la TVA est gérée actuellement, de quelles sont les actions, les travaux à faire pour arriver à faire la déclaration entièrement dans Sedge avec toute la gestion des particularités, écarts, aussi bien la gestion de vos interfaces, parce que on l'a dit, mais c'est important. Au-delà des écritures sur lesquelles on va faire de la saisie,
il y a tous les imports que l'on fait par Excel, par des logiciels métiers ou autres qui peuvent être très, très impactants sur la TVA parce que s'ils sont mal renseignés, ben, vous aurez des flux qui ne seront pas bien topés et donc ils ne rentreront pas bien dans votre déclaration de TVA, donc ils vous amèneront à faire des modifications à la main, etc. Donc plus on peut fluidifier les flux et les automatiser, moins on aura de travail à faire. Donc il est important aussi de bien analyser cet aspect-là. Comme vous voyez, on va vraiment jusqu'au bout, jusqu'à la comptabilisation, au lettrage et à la déclaration. C'est vraiment un scope et un périmètre complet qui va vous permettre de vous sécuriser sur la TVA au vu de la facturation électronique. Voilà, et puis on voulait aborder un dernier petit point avec vous, c'est vous montrer un peu les prochaines web démos que l'on va faire dans les mois à venir. Donc aujourd'hui, on était sur le 14 février à la Saint-Valentin pour cette préparation à la facturation électronique avec l'audit de TVA. 3 prochaines dates qui sont prévues. Vous pouvez d'ores et déjà noter sur vos différents agendas. La première, ce sera en mars. On fera un tour sur tout ce qui est nouveauté V10. Donc avec la partie web qui change beaucoup, la partie sur le lettrage, sur la TVA, sur les options de paiement. Donc on vous fera un scope global de toutes les nouveautés sur la V10 qui sont assez nombreuses. On vous parlera aussi de la roadmap Sage, notamment parler un peu des éléments que nous aurons sur la V11 à venir. Voilà, donc ça, c'est ce qui est prévu en mars. Au mois d'avril, on fera un focus sur la partie gestion groupe, donc comment optimiser ces flux intra-groupe, qu'on soit en comptabilité pure, qu'on soit avec la gestion commerciale, donc tout ce qui est refacturation inter-société groupe, avec la possibilité de faire différentes ventilations aussi. On abordera également la possibilité de faire du rapprochement des flux intra-société, si par exemple je les gère pas dans Sage, mais que je fais des imports, si j'importe mes factures ventes d'un côté, mes factures achats de l'autre et que je veux les rapprocher, on a des nouveautés qui permettent de le faire. Et également la possibilité de faire des règlements en groupe, donc une société qui va payer pour d'autres sociétés du groupe. Donc on fera un focus groupe qui est un des gros points forts de Sage 1000. Voilà, et qui sera aussi impactant vis-à-vis de la facturation électronique, parce que même pour vos factures intra-groupe, il faudra quand même que vos factures soient aussi aux normes. Et souvent, les factures groupes sont gérées dans Sage directement, même si vous avez un outil métier. Et en juin, on aura une grosse session où on sera en présence de Use. Donc Use qui est notre partenaire sur la partie dématérialisation, sera présent. Et donc nous présentera toutes leurs nouveautés, notamment bien sûr sur la facturation électronique, bien entendu. Donc une grosse session, je vous invite fortement à vous y rendre, que vous ayez Use ou pas d'ailleurs. Donc ça c'est la session de juin, et on abordera aussi côté Apogea le connecteur Use, donc qui est disponible à partir des versions 8, qui est notre outil interne pour mieux bavarder avec Use et mieux optimiser les flux. On parlera des CCA automatiques dans Sage et autres nouveautés. Voilà, donc je vous invite fortement à revenir nous voir lors de ces différents web démos. Et on en aura d'autres à venir. Pour l'instant, on a calé le calendrier jusqu'à juin. Dès qu'on aura de nouvelles dates, nouveaux contenus, bien sûr, nous vous les communiquerons. Et vous pouvez nous retrouver aussi sur la chaîne YouTube Apogea, où vous aurez cette présentation qui sera enregistrée et que vous pourrez les revoir. Donc, je vous invite à aller nous voir aussi sur YouTube. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. On va vous laisser la main parce qu'on a beaucoup parlé et voilà, on aimerait bien avoir un peu votre ressenti et questions. Si vous en avez, c'est le moment de partager.
Vous avez le chat hein, où vous pouvez prendre la main pour poser vos questions en direct. Il y en a. Merci à Vincent et à Ophélie. Là, je vois que dans le chat, il n'y a pas de questions. Donc, je pense que tout était très clair. En tout cas, je vois. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à cette web démo. Sachez que la web démo a été enregistrée, donc vous pouvez retrouver le replay sur la chaîne YouTube Apogea. Alors, je vois que Solange a une question. Hop. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, j'ai une question. Donc, nous sommes en monobase, sauf que nous avons plusieurs sociétés, dont une qui est assujettie à la TVA et d'autres non. Donc, au niveau de notre plan comptable, donc nous avons un compte où on a justement paramétré autre, mais comment on va faire pour plus tard en fait? Doit-on créer autant de comptes? Ophélie, tu veux répondre ou comme tu veux? Oui, bah, en fait, après, il va Ou falloir qu'on répondre. voit les cas particuliers, mais si vous avez qu'une seule société qui est assujettie, de toute façon, c'est sur cette TVA qu'on lancera la déclaration de TVA. Donc, il faut que votre compte il soit paramétré pour, par contre, être en type hors taxe et vous devez utiliser des profils de TVA quand Oui, vous mais sur faites les votre 40 saisie comptable. sociétés, j'en ai qu'une. D'accord. Donc, Bah, ça veut après, sur dire que les autres nous, notre plan sociétés, en fait, comptable ça peut. est doublé. Oui, mais sur la société qui est soumise, quoi qu'il en soit, il faut qu'on puisse ressortir vos données de TVA. Donc après, il y a aussi des paramétrages qui sont, on appelle ça l'attribut privé sur Sage. Donc c'est des personnalisations qu'on peut faire en fonction des sociétés. Et par exemple, sur toutes les sociétés non assujetties à la TVA, pour les types qui seraient de nature hors taxe, on pourrait mettre qu'ils sont en TVA exonérés et ce serait un profil qui se mettrait en automatique dans votre saisie. Donc ça, c'est une option possible dans la mise en place de votre TVA. Voilà. Et puis vous avez aussi les différents types de pièces. Hein. Mm. Mais le type de pièce va faire que Sage va contrôler la gestion de votre TVA ou pas. Ouais. Donc vous pouvez Oui, jouer c'est justement ça aussi que sur j'étais ce en train de flux-là. réfléchir sur la différente façon de comptabiliser maintenant, C'est afin ça, d'avoir justement des factures soumises et des factures non soumises, car nous sommes des courtiers en assurance, donc toutes les charges ne oui, sont pas soumises chez nous. tout à fait. Forcément, Mais en fait, il faudra absolument que les comptes qui soient soumis soient bien paramétrés et mhm. voir par rapport aux autres entités du groupe qui ne sont pas soumises, s'ils utilisent les mêmes comptes, pouvoir faire en sorte que soit ils soient en exo, soit avec un type de pièce qui ne contrôle pas la TVA. En fait, on a plusieurs axes possibles. Après, ça va vraiment dépendre de votre dossier, de votre configuration et comment est-ce que vous faites la saisie de vos flux ou comment vos flux sont importés. Hein. Mais oui, si vous avez un compte aujourd'hui qui est de type autre et qui est partagé, il faudra forcément à minima modifier ce compte pour qu'il soit taxable en gérant la partie taxe effectivement sur la société en question et soit par le cruchement de règles particulières, les fameux attributs privés, soit par le cruchement des types de pièces, avoir une saisie qui, sur vos 39 entités qui ne sont pas soumises, permet de ne pas gérer cette TVA et de bien le gérer sur là où les sociétés soumises. Du coup, j'ai une autre question. Est-ce une obligation de faire avec Sage la déclaration ou pas? L'état préparatoire. Alors, c'est pas forcément une obligation légale, clairement. Mhm. Par contre, le but, nous, c'est nous préparer à la facturation électronique parce qu'il faut bien avoir à l'esprit que demain, on va envoyer des flux aux impôts directement à Sage. Bien sûr,
toute la partie facture, mais aussi la partie paiement. La partie paiement ne pourra venir forcément que de Sage. Donc, sous-entendu, si on fait notre déclaration manuellement à côté, il y a de très fortement à parier qu'on ne pourra pas nativement fournir ces flux. Mais si j'utilise un BI pour transmettre les paiements, c'est possible ou pas? C'est encore un petit peu tôt pour le dire. D'accord. Encore une fois, sur la loi, on a encore quelques zones d'ombre. Donc on est sûr de notre calendrier, on est sûr des flux qui vont être impactants. Après, la manière exactement dont ces flux seront transmis, on est encore un peu sur le flou, sur la fréquence aussi de notre e-reporting et e-invoicing. Donc, il y a encore quelques zones d'ombre. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faudrait être en capacité de produire une TVA correcte, d'avoir des fichiers qui soient bien alimentés, d'avoir vos bonnes notions légales sur vos différents documents de vente et bien sûr être dans les bonnes versions de soft, que ce soit bien sûr côté Sage, mais aussi vos différentes solutions applicatives métiers qui peuvent graviter autour de votre comptabilité. Oui. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres Du coup, là, j'ai une nouvelle question. Quelle est l'enveloppe de jours de prestation prévue de base pour l'audit de la TVA que vous proposez? Oui, j'ai pas compris la question. Pardon. Le nombre de jours pour le nombre de jours qu'on prend pour faire un audit de TVA. Ah d'accord, pardon. Du coup, pour faire donc en effet, on a un pack d'audit de TVA qui est de 3 jours, qui comprend l'audit donc de votre base et mais aussi la rédaction de l'analyse avec la présentation de nos travaux. Donc on est sur un pack de 3 jours. Une deuxième question. Prévoyez-vous l'audit sur une seule entité pilote ou sur toutes les entités soumises à la TVA? Alors en fait, la façon de faire, c'est qu'on fait un paramétrage global de la base. Donc c'est vraiment, ça prend en compte toutes vos sociétés avec tous les cas particuliers que vous pouvez avoir. Et par contre, après, les tests d'initialisation en mode recette se font sur une société. Ou après, selon, si vraiment vous avez des cas particuliers sur l'ensemble de vos sociétés, ça c'est à étudier parce que ça veut dire qu'on a plusieurs choses à bien vérifier avant la mise en prod. Mais normalement, on le fait sur une société pilote. Et là, on a eu le cas récemment où on a un client pour lequel on a une 60aine de sociétés en monobase et on a analysé au global, mais par contre, on a mis en place la TVA en recette sur une seule société. Et maintenant, on est en train de le déployer sur l'ensemble des sociétés en production. Et donc, ça fonctionne sans problème puisque on a vu beaucoup de cas particuliers sur la société pilote qui avait été choisie par le client en fonction de sa connaissance du dossier de ses spécifiques. Après, si mais sur l'audit, on juge qu'effectivement, il y a des activités qui sont vraiment très particulières sur plusieurs boîtes et que soit au travers de vos interfaces ou autres, ça nécessite de faire un double recettage, ça peut se prévoir aussi, bien sûr, c'est pas figé. Oui. Ça va vraiment être l'échange entre le consultant et puis et le client pour savoir quel est le périmètre qui est pertinent. Mais effectivement, sur la philosophie, si on fait un paramétrage donc, qui soit commun, mais la monobase a cette force-là, en tenant compte des différentes particularités qu'on peut avoir sur vos niveaux de partage ou autre, ou sur vos activités, comme on a vu avant, et après de prendre une de vos entités qui est assez significative, soit sur la masse, soit mais sur la complexité, pour pouvoir faire cette recette complète détaillée, et après mais de vous accompagner sur la mise en production.
Encore une fois, le plan d'action, il va se faire vraiment en fonction de vos particularités, de votre base et de votre existant, bien sûr. Mais l'audit vous donnera déjà une photographie et un état des lieux. Je vois pas d'autres questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez revenir directement vers Apogea. Encore merci à Vincent et à Ophélie pour cette web démo. Et merci également à tous les participants. Et rendez-vous du coup dans un mois, le 14 mars, pour la prochaine web démo sur la ligne 1000 au sujet de la nouveauté V10. Merci à tous. Très bonne Merci journée. à tous. Bonne journée.